y a un ami à moi du nom de Max qui m'a parlé d'une expérience effrayante que sa mère aurait faite. Elle aurait expérimenté ça il y a des années, et à chaque fois que j'y repense, ça me donne des sueurs froides. Elle vivait dans une maison isolée en Australie. Cette maison avait été autrefois une ferme, et elle était tellement isolée que les voisins, qui étaient les plus proches de cette fameuse ancienne ferme, vivaient à des kilomètres. Voici ce qu'on m'a dit. Une nuit, la mère de Max n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle est donc descendue dans la pièce à vivre, là où se trouvait la télévision, pour la regarder. Elle était allongée dans le canapé, et elle essayait de trouver une bonne position, pensant qu'elle allait peut-être réussir enfin à trouver le sommeil. D'ailleurs, pour essayer de trouver le sommeil le plus rapidement possible, elle n'avait allumé aucune lumière. La seule lumière qui éclairait un petit peu la maison, c'était la lumière émise par la télévision. Mais quelque chose a attiré son attention. Pendant qu'elle regardait la télévision, du coin de son œil, elle a vu quelque chose bouger très rapidement au niveau du porche qui se trouvait juste devant sa maison. Intriguée, la mère de Max s'est levée, elle a allumé les lumières et elle a jeté un coup d'œil à la fenêtre pour voir si elle arrivait à discerner quelque chose. Néanmoins, elle ne voit rien du tout. Elle décide de laisser la lumière allumée et retourne sur le canapé regarder la télévision. Quelques minutes plus tard, elle revoit quelque chose du coin de son regard. Cette fois-ci, elle décide de ne pas y prêter plus attention que ça et elle reste là, assise sur le canapé. Elle jette un petit coup d'œil à la fenêtre, sauf que là, elle voit quelque chose qui la terrifie. Ce qu'elle voit, c'est que sur le porche de devant, il y a une silhouette noire tournée en sa direction. Elle semblait discerner le visage d'un homme, ainsi que ses épaules. Ça semblait donc être un homme qui l'observait au travers de la fenêtre. Sauf que détail encore plus terrifiant, c'est que grâce à la lumière émise par les ampoules allumées précédemment par la mère de Max, elle peut voir plus qu'une ombre. Elle voit un peu plus les formes de cet individu qui semble la regarder. Et ce qu'elle voit, c'est que cet homme semble comme carbonisé, comme si en soi il avait été brûlé vivant. Cette silhouette était là, à ne pas bouger, comme si elle regardait silencieusement la mère de Max regarder la télévision. Sauf qu'elle se rend compte d'une chose, c'est qu'elle ne voit pas tout le corps de l'homme, elle n'en voit que la moitié. Sauf qu'il y a quelque chose qui l'interpelle. On aurait pu penser que c'était peut-être un rebord qui masquait le reste du corps de l'homme, mais elle se rend compte qu'il y a un espace entre le rebord de la fenêtre et la fin de la silhouette visible de l'homme. Comme si cet homme, en fait, était réellement coupé en deux. Et là, tout d'un coup, aussi subtilement et rapidement que cette silhouette est apparue, elle s'est en allée. Comme ça, dans l'air. Il n'y a pas eu de mouvement qui pourrait indiquer un quelconque déplacement. Elle s'est tout simplement volatilisée en un clignement. Traumatisée par ce qu'elle vient de voir, la mère de Max essaye de rationaliser. Elle se dit que c'est peut-être son imagination qui lui joue des tours parce qu'elle est fatiguée. Elle décide donc d'aller se coucher. Le lendemain matin, elle raconte à son mari ce qu'elle a vu. Son mari l'écoute attentivement, silencieusement, et il devient tout pâle. Comme si ce qu'on lui racontait lui faisait quelque chose. La mère de Max a remarqué, effectivement, que l'homme changeait d'attitude. Elle a demandé pourquoi. Et l'homme, qui est donc le père de Max, va lui raconter une histoire des plus étonnantes, mais surtout des plus effrayantes. Il va dire qu'avant que eux n'emménagent dans cette maison qui était précédemment une ferme, il y avait un fermier qui y vivait. Ce fermier conduisait un tracteur. Il était en train de s'occuper de son terrain autour de la maison. Et un accident s'est produit, faisant tomber l'homme du tracteur. Le tracteur a continué d'avancer, roulant sur l'homme, le découpant en deux. Le tracteur, toujours au niveau de l'homme, a pris feu. Et le temps que quelqu'un puisse se rendre compte de l'accident qui venait de se produire, il était trop tard. L'homme avait été tué dans cet accident, totalement carbonisé. La mère de Max comprend tout. Elle comprend pourquoi elle n'a vu juste le haut d'un corps, brûlé, cette nuit-là. Elle sait que ce qu'elle a vu, c'est l'ancien fermier, qui avait été coupé en deux et brûlé vif. Peu de temps après ces événements, la mère de Max et son mari ont déménagé. Cette première histoire s'arrête ici. C'était plutôt effrayant. Ce genre de situation, ça me fait penser à des choses et tu te dis, imagine quelqu'un chez toi est décédé. Ça peut arriver, un vieil homme qui décède chez lui et puis ça devient ensuite ton logement. Imagine l'esprit de cet homme est toujours là et tu le vois à un moment donné. Ça se trouve, il ne te veut aucun mal, mais ça fait quand même bien flipper. J'espère que vous avez apprécié cette petite mise en bouche. Ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est que c'était un stalker, tout simplement, et que la mère de Max était fatiguée et qu'elle ne l'a juste pas vu partir. C'est possible. On peut avoir du coup une théorie paranormale, une théorie rationnelle. Vous choisissez celle qui vous fait le plus envie. En tout cas, je vous propose maintenant qu'on passe à l'histoire suivante. On va parler de l'histoire maintenant d'un petit garçon. Quand j'étais jeune, mes parents vivaient avec moi dans une maison qui datait des années 1920. Un soir, ils sont partis et j'étais donc tout seul à la maison. J'étais allongé dans mon lit tranquillement, essayant de trouver le sommeil. La porte de ma chambre était ouverte
Et de ma chambre, du coup, je pouvais voir quasiment tout l'intérieur de la maison jusqu'à la porte d'entrée. Je me roulais dans mon lit essayant de trouver une position des plus confortables, et à un moment donné, du coin de mon regard, j'ai vu quelque chose. Il y avait quelque chose au bout du couloir, et encore aujourd'hui, dès que j'y repense, ça me fait des frissons. Il y avait une silhouette noire, assez vague. Je n'arrivais pas forcément à discerner ce que c'était, mais c'était pas quelque chose qui se trouvait là habituellement. Pourquoi, me direz-vous? Parce que ça ressemblait à la silhouette d'un homme. Mais cette silhouette était étrange, c'était pas comme si quelqu'un se tenait là dans la pénombre, c'était comme si on avait dessiné une silhouette en faisant des gribouillis sur une feuille de papier. Et ces fameux gribouillis bougeaient. Ils étaient en mouvement, un peu comme de l'électricité, ou une sorte d'image animée, quelque chose comme ça. C'est la seule manière dont je pourrais décrire la chose, tellement je ne la comprenais pas. Il n'y avait aucun son, à part un silence pesant, et là j'ai remarqué que cette silhouette avait compris que je l'avais vue. Elle a commencé à s'approcher de moi, doucement, et j'ai été effrayé, tellement effrayé que je n'arrivais plus à bouger mon corps. La silhouette continuait d'avancer, peu importe que j'ai peur ou que j'essaie de me cacher, et elle s'est retrouvée devant la porte de ma chambre. Tout d'un coup, la pièce où je me trouvais est devenue très froide. La silhouette allait rentrer dans ma chambre, mais tout d'un coup, la porte qui se trouvait juste devant lui s'est refermée, dans un bruit assourdissant. J'ai crié, je priais pour que mes parents viennent me voir, mais ils n'étaient pas là. C'est un des rares moments de ma vie où j'ai été aussi apeuré et où je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je pensais ce soir-là que j'allais mourir. J'ai décidé de sortir de mon lit, d'ouvrir la fenêtre de ma chambre et de fuir cette maison et de revenir simplement quand mes parents seraient revenus. C'est ce qu'ils ont fait 1 heure plus tard. Pendant 1 heure, j'ai patienté à l'extérieur de la maison en les attendant. Je ne crois pas aux fantômes et je ne sais pas si j'y crois encore aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que j'ai vu quelque chose et je ne sais pas ce que c'est. L'histoire s'arrête ici. Théorie irrationnelle. Paranormal, c'est un fantôme, de quoi on n'en sait rien. Théorie maintenant rationnelle. C'est un cambrioleur. Peut-être qu'il y a un jeu de lumière qui pourrait expliquer pourquoi l'apparence de l'homme ressemblait à des gribouillis dans la pénombre. Peut-être, ça je ne suis pas assez spécialisé dans la lumière et comment l'image peut réfléchir sur les vêtements, ce genre de choses. C'est possible. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer que la noirceur sur des vêtements ressorte pas comme une silhouette, comme une ombre, mais plus comme une sorte de gribouillis. Après, si la personne essayait de dormir, peut-être que ses yeux était un peu fatigué, qu'il n'était pas assez acclimaté à la lumière, ce qui pouvait donner aussi cet effet un peu d'image animée. Possible. Qu'est-ce qui aurait pu faire que la porte se referme comme ça devant l'individu? Théorie paranormale. Ça ne s'explique pas vraiment. C'est le fantôme qui a fait ça, quelque chose de la sorte. Théorie rationnelle. Le cambrioleur était tranquillement en train de fouiller dans la maison. Il a vu qu'il y avait le jeune enfant qui l'avait vu. Du coup, il s'est rapproché de lui. Il a fermé la porte pour pouvoir fouiller dans la maison tranquillement. On n'a pas la suite des événements pour savoir s'il manquait éventuellement des objets de valeur dans la maison. Bah, ça on ne sait pas. Peut-être, sinon, une paralysie du sommeil. C'est pas impossible. Mais c'est quelque chose qui demeure en tout cas assez mystérieux. J'attends vos théories dans les commentaires si vous avez peut-être une petite idée sur ce qui aurait pu se passer concernant ce jeune garçon. On est parti maintenant pour la dernière histoire. Là, on va commencer directement dans le dramatique. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans, je vous l'ai dit. Après ça, je suis allé de foyer en foyer, de maison d'accueil en maison d'accueil, mais quelque chose s'est passé quand j'étais dans l'une de ces maisons d'accueil. Et encore aujourd'hui, ça m'effraie quand j'y repense. Je me souviens que la femme qui m'avait emmené dans cette fameuse famille était très gentille. Je ne voyais d'ailleurs pas beaucoup son mari, parce qu'il était souvent au travail. Et à ce moment-là, j'étais le seul enfant à adopter qui avait été placé dans cette famille. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'ai donc décidé d'ouvrir mes yeux et j'ai vu un autre enfant qui se tenait devant moi dans ma chambre. J'avais l'impression qu'il avait le même âge que moi. Il était totalement nu du haut du corps et il avait des bleus partout. Je voyais des larmes qui coulaient sur son visage, mais moi j'étais tellement effrayé que j'ai décidé de couvrir le mien avec ma couverture. Je suis resté comme ça le reste de la nuit en priant que le matin arrive le plus vite possible. C'est arrivé encore une fois, sauf que cette fois-ci il n'y avait pas un jeune garçon, mais 2. Le second garçon qui était apparu était dans un état encore plus dégradé que le premier. Son visage avait des marques rouges, il saignait, et même un de son œil sortait de son visage et était encore accroché. Ça m'a terrorisé. Mais encore, la 3e fois où c'est arrivé était la pire. Cette fois-ci, il n'y avait pas 1, pas 2, mais bien 3 jeunes garçons qui se tenaient devant moi dans ma chambre. Et ce 3e jeune garçon, lui, avait la gorge tranchée. Du sang coulait encore de l'entaille qui se trouvait sur son cou. D'ailleurs, il en coulait même sur son torse. C'était comme si quelqu'un
lui avait tout simplement tranché la gorge avec un couteau. Ces 3 événements m'ont tellement traumatisé que je n'arrivais plus à dormir, je devenais totalement insomniaque. La journée, j'étais tellement apeuré que je restais dans un coin de la pièce, à me balancer, et le temps a passé, comme ça, jusqu'à ce que je sois transféré dans un autre foyer d'accueil. À partir de ce moment-là, quand j'ai déménagé, plus rien ne s'est produit de la sorte. Mais récemment, je me suis renseigné un petit peu, notamment sur la femme qui m'avait emmené dans cet endroit qui m'avait traumatisé. C'était une femme qui tenait elle-même un foyer d'accueil, et quand j'ai découvert la vérité derrière tout ça, j'ai été totalement paniqué. Apparemment, il y aurait eu pas mal de jeunes orphelins comme moi qui étaient passés par sa maison. 3 d'entre eux ont disparu, et cette femme ne savait pas ce qui s'était passé. Elle pense qu'ils se sont tout simplement enfuis. Un jour, des années plus tard, elle rangeait la chambre qui avait été la mienne, et à un moment donné, elle a trouvé quelque chose caché sous le plancher dans un placard. Curieuse, elle a regardé ce que c'était, et elle s'est rendue compte que c'était le corps d'un des petits garçons. Bien sûr, terrifiée, elle a appelé la police. Son mari était au travail à ce moment-là, et la police a donc cherché sous tout le plancher de la fameuse chambre qui avait été la mienne. Ils ont trouvé 2 autres corps, donc 3 corps avaient été dissimulés dans cette pièce. Tous étaient des corps de jeunes garçons, et ils ont donc été envoyés à la morgue pour autopsie. Plus tard, le mari est rentré chez lui, et la femme lui a donc appris la terrible nouvelle. Et à partir de ce moment-là, le mari a recommencé à se comporter d'une manière assez étrange. D'ailleurs, le lendemain, la police est revenue voir la femme et a arrêté son mari. Le mari a été inculpé du meurtre des 3 jeunes garçons, et il a été condamné à perpétuité, à passer le reste de sa vie en prison. L'histoire s'arrête ici. On a un homme qui tuait des jeunes enfants, donc heureusement qu'il passe sa vie en prison maintenant. Mais ce qui est assez fascinant dans cette histoire aussi, du point de vue paranormal, c'est que les fantômes des jeunes garçons ont hanté la pièce où ils ont été potentiellement assassinés, ça on ne sait pas, mais en tout cas où ils ont été enterrés. Ce qui veut dire que si les 3 jeunes garçons avaient été enterrés ailleurs, peut-être que l'individu qui raconte l'histoire n'aurait jamais expérimenté de tels traumatismes. Mais c'est vrai que dans plusieurs histoires que j'ai pu voir, que j'ai pu vous raconter ou non, on retrouve souvent ce truc de une pièce peut être hantée par le fantôme de quelqu'un qui a été potentiellement assassiné si la personne a été enterrée dans la même pièce. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut retrouver dans des films, dans des livres, dans des jeux vidéo, peu importe. C'est un schéma assez classique. Les plus cartésiens d'entre nous pour retrouver ça absurde. Moi, je trouve que c'est un fait paranormal plutôt intéressant. Se dire que si quelqu'un a vu sa vie s'écourter de manière brutale et que cette personne a été enterrée quelque part, bah son esprit peut toujours hanter là où il a été enterré. Ça, c'est assez intéressant, comme si la personne avait besoin d'une sorte de libération qui pourrait s'obtenir uniquement si jamais la personne qui a écourté sa vie est arrêtée ou si jamais il est enterré dans des conditions décentes. On va commencer avec l'histoire de Max. Max était parti avec sa petite amie pour aller marcher et potentiellement camper dans la forêt. Depuis le début, en arrivant sur place, la petite amie de Max avait un mauvais pressentiment. Elle avait pas du tout envie de s'aventurer dans la forêt. Elle se disait ok pour y être de jour, mais y camper, y rester de nuit, là c'est un peu plus compliqué. Il savait déjà où il voulait s'installer, mais il fallait qu'il marche un petit peu. Et à mi-chemin de cet endroit, alors que le soleil se couchait et que la lune commençait à montrer le bout de son nez, eh bien on voyait plus forcément grand chose. En fait, le chemin était de base assez dense, en tout cas on le voyait bien et au fur et à mesure du temps on le voyait de moins en moins, donc de nuit on le voyait plus du tout. Quelqu'un aurait beaucoup de mal, s'il ne connaît pas les lieux, à retrouver sa route. À un moment donné, alors que le couple est en train de marcher, il remarque une petite lueur plus loin sur le chemin qu'ils empruntent. Ça ressemble à une lueur de lampe, une lampe de poche, et donc curieux, Max et sa copine pointent leur lampe à eux en direction de cette fameuse lueur. Sauf que dès qu'ils le font, la lueur, elle s'enlève. C'est-à-dire que la personne qui avait cette lampe de poche, qui était à l'origine de cette lumière au bout du chemin, a remarqué qu'on l'avait pointée avec la lumière et du coup, poum, il l'a éteint direct comme s'il ne voulait pas se faire voir. Max et sa copine, un peu hésitants, faut bien se l'avouer, patientent un petit peu et après ils se disent bon, c'est peut-être quelqu'un qui a juste fait demi-tour, c'est pour ça qu'on voit plus la lumière, continuons notre chemin. Alors qu'ils se retrouvent un peu plus près de là où ils avaient vu la lueur, là ils ont les deux un super mauvais pressentiment. Parce que là, ce qui se dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est sur le même chemin que nous, dans le noir, parce qu'il ne voit plus aucune lumière. Il se disait peut-être qu'en arrivant là où se trouvait l'homme initialement, eh bien, il verrait au loin la même lumière, signe que l'homme, en fait, il est en train de marcher comme eux. Alors que là, en fait, il ne voit rien du tout. C'est comme si la personne qui avait émis cette lumière avait disparu. Il se rapproche encore, et il ne voit toujours rien. Il ne voit personne.
mais il trouve quand même quelque chose. Ce qu'il trouve, c'est un sac à dos qui se tenait bien droit sur le sol. C'était pas un sac à dos qu'on avait genre jeté et on s'était barré en courant, il avait été placé là vraiment avec précaution. Max et sa copine se disent la personne qui était à l'origine de la lumière est sûrement le propriétaire de sac, et s'il a laissé ce sac ici, c'est qu'il est pas loin. Il décide donc de scruter les alentours pour voir s'il ne voit personne. Et effectivement, il n'y a personne. Voulant briser également le silence pesant de la forêt et de la noirceur de la nuit, il décide de crier, de demander s'il y a quelqu'un, sauf qu'ils n'ont aucune réponse. Max et sa copine reprennent donc leur chemin. Et là, ils l'ont vu. Ils l'ont vu par hasard, parce que Max et sa copine avaient continué leur chemin, et à un moment donné, ils se sont retournés. Et c'est en se retournant qu'ils l'ont vu, à l'emplacement où ils avaient trouvé le sac à dos. Cette fois-ci, ils voyaient un homme, ils ne savaient pas dire s'il était grand ou petit, mais il semblait courbé. Et le sac à dos n'était plus sur le sol, il était sur son dos. L'homme était parfaitement immobile, face à Max et à sa petite amie. Max décide de prendre les choses en main. Il se pisse dessus, mais il ne veut pas le montrer. Du coup, avec sa lampe, il éclaire l'homme et il essaye un peu de briser le silence. Il dit « Comment ça va, mec ?» Il essaye de se faire le mec sympa. Sauf que cet homme, bien qu'il avait été remarqué, n'a dit aucun mot. Il est resté là, totalement immobile. Mais cette fois-ci, Max arrive à voir un peu plus l'homme parce que cette fois-ci, il est éclairé de sa lampe de poche. Et Max nous dit qu'en fait, cet homme avait l'air en colère. Max, lui, était en train d'éclairer l'homme, mais pas sa petite amie. Sa petite amie, elle, éclairait également dans sa direction, mais elle éclairait un peu autour de l'homme, pour voir un petit peu s'il n'y avait pas quelque chose d'autre, peut-être une deuxième personne, dans la forêt. Mais ce que sa lumière a révélé, c'est bien pire. À côté de l'homme, il y avait une super grosse hache. Et non, ce n'était pas une petite hachette pour essayer de débroussailler un petit peu le coin, parce que l'homme voulait s'aventurer dans la forêt. C'était vraiment une hache bien massive. Et c'est là, après cette observation, que l'homme, apparemment dangereux du coup, va commencer à bouger. Il ne va pas bouger dans un sens plus rassurant. Il va regarder le sol, déplacer son regard vers la hache et il va la saisir, mais très lentement. Une fois qu'il l'a en main, l'homme commence à marcher totalement sereinement vers Max et sa copine. Là, plus le temps d'être sympa. Max et sa copine se barrent en sprintant. Ils fuient. Pendant une bonne trentaine de minutes, ils ne se sont pas cachés, ils sont restés en mouvement, même si l'homme au bout d'un moment n'était plus visible derrière eux, mais ils étaient tellement terrifiés qu'ils ont même quitté le chemin sur lequel ils se trouvaient pour aller dans la forêt et essayer de disparaître à tout prix. Au bout d'un moment, Max et sa petite amie arrivent à retourner à leur voiture et à quitter les lieux, cette forêt qui les a traumatisés. Enfin, c'est pas la forêt en soi, mais l'homme qui s'y trouvait. Petit détail, un peu creepy en plus de ça, c'est que dans cette forêt et dans ses alentours, on ne captait pas. Donc ils ont dû faire 45 minutes de route avant de pouvoir retrouver du réseau et appeler la police. Naturellement, la police est allée voir et ils n'ont rien trouvé. Ah bah évidemment, sinon ce serait trop beau. C'est là que cette histoire se termine. Bon, je pense qu'avec les 3 histoires en forêt de la semaine dernière, plus cette histoire-là, c'est bon, les forêts, c'est terminado, c'est fini. On a vu vraiment beaucoup de choses diverses et variées sur les forêts. Je pense que là, vraiment, si les histoires de la semaine dernière t'ont pas suffi, celle-là, c'est bon, t'y vas plus. Si t'es amateur de forêt, change de passion. En tout cas, bon comportement de Mike et de sa petite amie, de prendre la fuite et de pas attendre que cet homme débarque pour dire mec qu'est-ce que tu fais et d'essayer d'entamer une conversation. Dans ce cas-là, autant la jouer sécurité avant tout et de s'enfuir le plus loin possible. Après, ce que je trouve assez fascinant, c'est que la petite amie de Max avait de base un mauvais pressentiment, comme quoi des fois l'instinct humain il est assez puissant. Maintenant, on passe sur une histoire de babysitting. Babysitting particulier. Cette histoire, c'est l'histoire de Paris. Paris avait 22 ans. Paris était en vacances avec ses parents en Turquie. Elle se trouvait dans une sorte de club med, vous savez, un club comme ça, un peu all-inclusive, mais un truc assez petit. Il y avait, comme dans ce genre d'endroit, plein d'activités tous les jours qui permettaient en soi de faire des rencontres en incluant tous les vacanciers qui se trouvaient dans ce club. C'était des trucs dans la piscine, des compétitions, ce genre de choses. Il y avait également un restaurant commun pour tout le monde et du coup ça créait du lien entre les différents vacanciers, ce qui fait que les gens avaient échangé un peu entre eux, chacun connaissait un peu les noms de tout le monde. Et justement, dans tout ce monde-là, il y avait un jeune garçon anglais du nom de Danny. Danny ne semblait pas super vieux, mais il avait 2 enfants. Ses enfants avaient entre 2 et 4 ans et tout le monde était plutôt sympathique à son égard. Tout le monde avait tendance à apprécier sa petite famille parce que Danny était un père célibataire qui s'occupait de ses 2 enfants. En plus de ça, la famille semblait très sympathique, donc personne ne se posait la moindre question sur eux, tout le monde avait l'air plutôt
à l'aise en leur compagnie, tout le monde était courtois avec eux. C'était vraiment une petite famille qui ressortait un peu du lot par rapport aux autres vacanciers. Alors que Paris était en train de retourner vers sa chambre, un des vacanciers l'a interpellé pour lui demander si elle pouvait aider Dany. Il fallait l'aider à accompagner ses enfants en haut des escaliers du club, notamment dans leur chambre, parce que en fait, ils avaient été sévèrement brûlés. Pas un truc très grave, mais en fait, ils avaient pris un gros coup de chaud, et en plus de ça, des coups de soleil. Donc, ils étaient assez turbulents. C'était compliqué à gérer pour juste le père de famille. Pour Paris, il n'y a pas de problème. Du coup, elle accepte, et elle rejoint donc Dany et ses enfants, et elle accompagne la jeune fille, la fille de Dany, alors que Dany, lui, s'occupe de son jeune garçon. Ils prennent ensemble l'ascenseur, pas les escaliers. Ils arrivent à la chambre de la petite famille. Dany ouvre la porte de la chambre tranquillement. Là, je mets le suspense. Paris, qui se trouve devant la chambre, commence à glisser la fille qu'elle tient par la main dans la chambre d'hôtel en mode bah tiens t'es arrivé, vas-y je rentre pas moi. Sauf que Dany lui dit emmène-la à l'intérieur s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais l'allonger sur le canapé? À ce moment-là, Paris c'est une jeune fille plutôt naïve. En plus de ça, au vu de la réputation de la famille, elle ne se pose aucune question. On peut le comprendre. Elle se dit donc ok je la dépose et après je m'en vais. En plus, elle se dit bon même s'il y a un problème, il y a des gens. Je peux crier, ils vont venir. Paris entre avec la jeune fille, elle la dépose sur le canapé, et là, pendant qu'elle est en train de déposer la jeune fille sur le canapé, la lumière s'éteigne. Dany, il ferme la porte. Paris ne voit rien, parce que vous savez, quand on éteint une lumière d'un coup, faut attendre un petit peu que notre vision s'adapte à la luminosité de la pièce. Et là, au creux de son oreille, Paris s'entend Dany lui prononcer quelques mots. Parce que Dany n'a pas quitté la chambre, lui. Il a juste éteint les lumières, il a fermé la porte et s'est enfermé en quelque sorte avec Paris. Il lui a dit « Les enfants, dites bonjour à votre nouvelle maman ». D'un coup, crise cardiaque pour Paris. Elle panique, elle utilise ses mains pour essayer de trouver le mur et essayer de se diriger. Elle cherchait l'interrupteur de la lumière pour pouvoir allumer la lumière et se barrer le plus loin possible. Elle entend Dany dire « Mais attends, reste regarder la télé avec nous ». Mais avec une voix très creepy, vous savez, c'était pas une proposition très saine. Finalement, Paris arrive à trouver la poignée de porte, non pas l'interrupteur. Elle ouvre la porte et elle se casse très loin. Paris se précipite au rez-de-chaussée, là où il y avait le plus de monde. Elle est en panique, elle pleure. Elle retrouve ses parents, elle raconte ce qui s'est passé, mais ses parents ne la croient pas. En tout cas, ils ne croient pas au côté creepy de la chose. En fait, tout le monde pensait, en tout cas les personnes à qui elle a raconté ça, que, en fait, le fameux Dany plaisantait. Parce que comme je l'ai dit au début de cette histoire, vous savez, c'était une famille qui ressortait un peu du lot, tout le monde les connaissait, vu qu'ils étaient très sympathiques, ils avaient du mal à envisager qu'en fait, ce soit juste quelqu'un de creepy. En tout cas, le lendemain et les jours qui ont suivi, Paris n'a pas revu Dany ou ses enfants, ce qui l'amène à penser qu'en fait il est parti directement, comme si il avait potentiellement quelque chose à se reprocher. Cette histoire s'arrête ici. Ce qui est intéressant, c'est aussi les commentaires qu'il y avait en dessous de cette histoire. Quelqu'un disait, et tu te dis c'est vrai que c'est possible, en fait le Dany, il avait ses enfants, et c'était en quelque sorte une arme pour lui, dans le sens où les gens n'allaient pas se méfier de lui, en tout cas nettement moins que s'il était tout seul. Tu vois, si ça avait été un homme tout seul, peut-être que le témoignage de Paris aurait été pris au sérieux. Alors que, ayant des enfants, les gens se sont dit mais non, c'est un père de famille célibataire, c'est impossible qu'il soit chelou. Du coup, ouais, il y a deux trucs totalement fous dans cette histoire. La première, c'est bien sûr ce qui est arrivé à Paris. La deuxième, qu'on ne la croit pas. Ça, c'est malheureux. De quoi créer un second trauma à Paris vis-à-vis de ces événements. Tu te dis, à la suite de ça, si jamais il lui arrive encore quelque chose de creepy ou qui la mette mal à l'aise, elle n'osera plus en parler parce qu'elle se dit je vais pas en parler, personne ne va me croire. Parce que quand j'en avais déjà parlé avant, on m'a pas cru. Tu vois, donc ça c'est malheureux ce genre de situation aussi. On passe à la troisième histoire. Pour ceux qui aiment du stalker, ils vont être servis ici. C'est l'histoire de Loïc. Loïc nous dit que cette histoire a eu lieu quand il avait entre 10 et 11 ans. C'était un âge où il était assez vieux pour pouvoir rester seul chez lui, quand ses parents n'étaient pas là, mais où il était encore trop jeune pour reconnaître certains drapeaux rouges. Vous voyez, peut-être des sons, des trucs qui ont pu l'alerter, qui n'ont pas alerté. Il avait encore une certaine naïveté. À ce moment-là, on était en été et Loïc participait à une sorte de camp de vacances. C'était pas une colonie où il partait et il était logé sur place. En fait, c'était une sorte plus de garderie de 8h à 15h et en fait, après 15h, jusqu'à ce que ses parents rentrent, il était tout seul chez lui. Comme ça, on va dire, il avait des activités. La journée, il restait pas tout seul vraiment toute la journée. Il y avait une plus petite portion de temps où il se retrouvait seul. Il vivait dans un quartier en forme de U et sa maison se trouvait à une des extrémités. Pour se rendre à ce fameux camp de vacances, il prenait un bus, le bus
le déposer non pas juste devant sa maison, mais un peu plus loin. Du coup, il avait un petit peu de trajet à faire à pied. Après cela, il se retrouvait tout seul. Ses parents auraient pu prendre une babysitter, mais ils ne l'ont jamais fait parce que Loïc était assez mature pour rester seul, pour se gérer un certain temps. Et en plus de ça, ça leur aurait coûté trop cher. Donc, c'est pour ça que Loïc était seul à partir de 15h, une fois que le bus l'avait déposé devant chez lui. En plus, il savait s'occuper, il jouait aux jeux vidéo, il regardait la télé. C'était un jeune, il savait quoi faire. De temps en temps, le chat de son voisin arrivait dans le jardin et, vu qu'il l'aimait bien, Loïc sortait lui donner des petites friandises. Il aimait également le caresser, enfin en tout cas il était aimant des animaux. Le seul ordinateur de la maison se trouvait dans le bureau de son père. Ce bureau avait 2 fenêtres, une fenêtre qui donnait sur la terrasse et une autre qui donnait sur un des côtés de la maison. Dans le salon, la cuisine et la salle à manger, il y avait des grandes baies vitrées, donc on va dire qu'on voyait particulièrement bien l'extérieur. Mais à l'inverse, si on était de dehors, on pouvait également plutôt bien voir à l'intérieur. Loïc avait sa petite routine. Quand il rentrait de ce fameux camp de vacances, il marchait un petit peu jusqu'à chez lui. Une fois chez lui, il jetait son sac. Il allait directement dans le bureau de son père pour geeker. Et en fait, il nous dit que des fenêtres de sa maison, on pouvait le voir rentrer dans la maison, jeter son sac et après aller dans le bureau directement. On pouvait vraiment le suivre. 30 minutes après qu'il ait commencé à jouer, Loïc entend des miaulements. Il s'arrête donc de jouer, il va à la fenêtre pour voir où se trouve le chat, mais il ne voit rien du tout. Loïc retourne au bureau, recommence à jouer, et là encore, des miaulements. C'était des miaulements assez faibles. On pouvait les entendre si on faisait attention, mais ils étaient relativement soft, très discrets. Loïc se relève, il vérifie les 2 fenêtres, mais rien du tout. Et ça, ce truc-là de il va jouer, il entend des miaulements, il va voir, il voit rien, il retourne jouer, etc., etc., ça dure pendant 10 bonnes minutes. Vous voyez ce qu'il disait au début de l'histoire? C'est-à-dire que, attention, il se passe peut-être un truc, mais il le capte pas, tu vois. Parce que ça, c'est bizarre. Frustré de ne pas trouver le chat, Loïc décide donc d'aller dans le salon pour regarder la télévision. Et 2 minutes après s'être assis dans le canapé, il entend de nouveau des miaulements. Sauf que ce qui est étrange, c'est qu'il n'entend pas des miaulements qui viennent de l'extérieur du bureau où il se trouvait avant. C'est comme si le chat, en fait, s'était déplacé jusqu'à la fenêtre à côté de Loïc, là où il se trouvait dans le salon, et qu'il s'était remis à miauler. C'est là qu'il a commencé un petit peu à s'interroger, il trouvait ça assez étrange, ça l'a même un peu effrayé. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé les stores, et ensuite il est retourné à la télévision. Les miaulements ont repris, mais ils se sont déplacés à la fenêtre qui se trouvait juste derrière Loïc. Ça l'a fait sursauter, et Loïc a décidé de quitter le salon. Il est allé dans sa chambre, là où les stores étaient déjà fermés. Ces stores-là étaient un peu pétés, donc la lumière du jour arrivait quand même à rentrer dans la pièce. Il a commencé à lire un livre sur son lit, et il a entendu de nouveau des miaulements. Et ce miaulement-là venait de la fenêtre de sa chambre. Ça n'a fait qu'augmenter sa peur. Donc là, on va dire, ayant atteint son point de rupture, Loïc appelle son père. Ses parents travaillaient généralement jusqu'à tard le soir. Et en fait, il n'a pas appelé forcément parce qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un. Il a appelé parce qu'il pensait potentiellement que le chat miaulait comme ça parce qu'il était blessé. Et vu qu'il ne le voyait pas, il ne pouvait pas le dire avec certitude. Le père dit donc qu'il va prévenir le voisin, le propriétaire du chat, pour vérifier tout ça. Et il a dit qu'il rappellerait Loïc plus tard pour lui dire. 10 minutes plus tard, Loïc reçoit effectivement un appel de son père. Son père lui dit qu'il va rentrer du travail. À sa voix, il n'a pas l'air apeuré, il dit juste qu'une réunion s'est annulée et que du coup il peut rentrer plus tôt. Le père est rentré et c'est au bout de quelques minutes, ou peut-être même quelques heures, que Loïc s'est dit tiens c'est marrant, depuis que mon père est rentré, j'ai plus entendu un seul miaulement. Et c'est là qu'on va faire un bond dans le temps. Je ne sais pas de combien de temps, mais en tout cas cette histoire est revenue dans la tête de Loïc. Loïc parlait avec son père, a dit tu te rappelles, quand le chat me suivait partout, c'était quand même assez chelou. Et en fait, le père, il est rentré pas parce qu'une réunion s'était annulée, il est rentré parce que le voisin, il a fait des découvertes inquiétantes. Du coup, on remonte dans le temps, au moment des faits. Le père avait effectivement appelé le voisin est venu pour vérifier que son chat n'était pas blessé, sauf que ce qu'il a trouvé, ce sont des empreintes de pas humaines, des empreintes de chaussures qui faisaient le tour de la maison. Elles n'étaient jamais devant les fenêtres, toujours près du mur, vous savez, mais à côté des fenêtres. Comme ça, si quelqu'un regardait par la fenêtre, il ne pourrait rien voir. Ce que le père explique du coup, c'est que quelqu'un a traqué Loïc dans sa maison en le suivant peu importe où il allait. Détail encore plus effrayant, les traces de pas n'étaient pas de taille similaire. Donc il y avait plusieurs personnes qui rôdaient autour de la maison de Loïc. Ils avaient dû voir que Loïc était rentré chez lui tout seul. Facile à voir quand tu le vois rentrer une fois que le bus a déposé. Le voisin, après avoir vu ses marques, a prévenu le père, évidemment. Le père est venu, il est rentré directement, il a fouillé la maison, l'extérieur, mais il n'a rien trouvé. Le seul truc, c'est que les empreintes se dirigeaient autour de la maison, mais ensuite ont pris la direction des bois, et à un moment donné, ont perdu leurs traces. La police n'a pas été appelée parce que, à part des empreintes, rien d'autre n'a été trouvé, pas d'homme, rien du tout.
Le père, lui, avait pris quelques congés pour rester avec son fils le reste de la semaine au cas où, sans jamais lui dire à ce moment-là ce qui s'était passé. Et du coup, conclusion de cette histoire, c'est que des personnes ont essayé d'attirer Loïc en dehors de chez lui. Ils ont dû l'observer assez longtemps pour savoir qu'il avait pour habitude de sortir pour aller caresser un chat, d'où le fait qu'ils imitent des miaulements. Et en fait, ils attendaient juste qu'il sorte pour faire on ne sait pas quoi. Très certainement l'enlever. Et pourquoi faire derrière, ça, on ne le sait pas. Et plutôt tant mieux d'ailleurs. Sacrée histoire, n'est-ce pas? De toute façon, les histoires, de toute manière, où tu mets, encore une fois, je l'avais déjà dit, mais où tu mets en danger des enfants, ça fait partie des pires histoires, évidemment. Tu te dis, c'est vraiment les pires ordures qui font ce genre de choses, quoi. En plus, tu sais pertinemment que les gens qui font ça, ils sont pas bien intentionnés. Ils font pas ça pour lui offrir une PS5 en mode, tiens, vas-y, t'as gagné, c'est un cadeau, t'as été tiré au sort parmi toutes les maisons. Pas du tout. Ils sont là pour l'emmener dans les bois, lui enlever le pantalon, et t'as compris, quoi. Ou faire du trafic d'enfants, ce genre de choses. Je pense, ça c'est mon avis, qu'ils auraient quand même dû appeler la police, tu vois, pour au moins prévenir qu'il y a ce genre de choses qui se passent dans la ville. Comme ça, peut-être que les gens pourraient être plus attentifs. Tu vois, là, ils appellent pas la police. Personne ne sait, sauf s'ils en parlent, qu'il y a des mecs qui rôdent autour de maisons et qui essaient de duper des enfants. Imagine, t'as quelqu'un, dans une autre maison, dans un autre quartier, exactement comme Loïc, qui est chez lui, seul, pendant une certaine période. Si les mecs ils vont faire la même chose avec lui mais que lui se fait avoir, et t'aurais prévenu la police, peut-être que la police aurait placardé des messages en te disant faites attention, les parents seraient restés et la personne ne se serait pas fait avoir, tu vois. Pour moi, faut appeler la police quand même, toujours dans ce genre de circonstances pour savoir ce qu'il en est. Peut-être que, ils ont déjà eu des rapports de choses de la sorte, peut-être qu'ils ont peut-être même des suspects et que les empreintes auraient permis d'identifier encore mieux. Toi, tu sais pas tout ça, donc c'est un peu dommage, je trouve. Ouais. On va voir l'histoire de Raphaël. Il dit que les temps sont durs actuellement et que du coup il vit dans son véhicule. Un véhicule qui n'est autre qu'un SUV. Et une nuit, alors qu'il était aux alentours de minuit et qu'il était garé sur un parking d'un Walmart, grande chaîne américaine où on peut trouver un peu tout et n'importe quoi, je suis pas sûr qu'on ait un équivalent en France, à moins qu'un grand supermarché classique français, ça se soit un peu similaire, mais il me semble que Walmart c'est beaucoup plus gros. Après, les États-Unis sont connus pour faire dans la démesure, donc je pense que c'est quand même bien plus conséquent en type de magasin. Du coup, il est sur le parking du Walmart pour dormir. Bémol à ce moment-là, c'est que la journée que Raphaël a passée était une des pires journées. Non pas que la journée s'était mal passée, mais c'était une journée qui avait été très chargée et du coup il était totalement épuisé. Donc il s'est mis à l'arrière de son SUV, et étant totalement éclaté, il s'endort. Il s'endort quasiment immédiatement, mais il a oublié une chose. Ce qu'il a oublié de faire, c'est de verrouiller les portes de son véhicule. Raphaël dit que c'est quelqu'un qui a toujours eu le sommeil très léger. Le moindre bruit a tendance à le réveiller, des fois c'est gênant, mais il dit que dans la circonstance de la situation, il remercie le ciel d'être quelqu'un qui se réveille très facilement. Donc il ne sait pas pourquoi, mais il se réveille. Il se réveille, il se dit pas tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, du coup il essaye de se endormir en se retournant. Du coup, lui qui faisait de base face à l'arrière du véhicule, donc il faisait face à la voiture côté coffre, il se retourne pour voir maintenant le côté conducteur, là où il y a le pare-brise. Sauf que là, il voit que, assis à la place du conducteur, il y a quelqu'un qui le fixe directement. Raphaël est dans une phase de demi-sommeil. Vous savez, quand on se réveille, on n'a pas les idées claires. Et il est typiquement dans cette phase-là. Donc il n'a pas la réaction de mettre une grosse patate au mec qui est assis sur la place du conducteur. Il n'a pas le réflexe de se barrer. Le seul réflexe qu'il a, c'est de se secouer un peu comme ça et de dire non. Et de faire des signes en mode pars. Il tapote le genou du mec qui s'est infiltré dans sa voiture et il lui fait casse-toi. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que le mec est parti. Sans rien dire, sans rien faire. Il est sorti du véhicule, il a refermé la porte et il est parti, sans regarder derrière lui. Raphaël s'est rendormi et c'est le lendemain qu'il s'est dit « Attends, il s'est passé un truc chelou quand même !» Et qu'il a partagé ensuite son histoire sur Reddit, où il dit qu'il est content que le conducteur, enfin pas le conducteur, mais la personne qui s'est mis à la place du conducteur n'ait rien fait de plus, parce qu'en soi Raphaël était clairement à sa merci. On est aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis c'est plutôt facile de se procurer des armes à feu, donc le mec aurait pu avoir une arme à feu, braquer Raphaël, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, le kidnapper, peu importe. Il s'est rien passé de tout ça, fort heureusement, même si on pourrait penser que la situation est assez drôle vu comment elle a terminé, je ne souhaite à personne de vivre ce genre de truc. Et je pense que Raphaël, après ces événements-là, pensera toujours à fermer ses portières de voiture avant de dormir à l'arrière du véhicule. En tout cas, on croise les doigts surtout pour que Raphaël ait trouvé un logement
autre que sa voiture, où il se sentira beaucoup mieux et en sécurité. On va voir maintenant l'histoire de Lucie, une histoire qui lui est arrivée il y a 20 ans alors qu'elle était encore enfant. C'est quelque chose dont elle se souvient encore très bien parce que ça l'a énormément marqué. Donc, on remonte dans le temps, il y a 20 ans, on est un soir, et les parents de Lucie ainsi que les parents de sa meilleure amie ont décidé de les emmener dans un restaurant italien. Un restaurant où Lucie et sa famille avaient l'habitude d'aller, donc c'était un endroit connu de leur part, qui était très accessible, ne serait-ce qu'en marche, parce qu'il n'était pas très loin de là où vivait Lucie. C'était un restaurant très cosy, très sympa, très calme, donc un endroit parfait, très chill pour passer un petit repas entre amis. Derrière ce restaurant italien, il y avait une petite colline. Petite information. Après avoir fini de manger, les deux jeunes filles, donc Lucie et sa meilleure amie, ont demandé à leurs parents si elles pouvaient sortir du restaurant et s'asseoir sur un banc qu'il y avait juste devant pour parler un petit peu entre filles. Ils étaient visibles par les parents qui se trouvaient à l'intérieur du restaurant, donc en soi il n'y avait pas forcément de souci à laisser les deux jeunes filles aller s'asseoir sur le banc devant le restaurant. Elles étaient très jeunes, hein. C'est pour ça qu'il fallait quand même qu'il y ait une certaine surveillance. Lucie avait 8 ans, et sa meilleure amie en avait 10. Alors qu'elles sont en train de parler, elles sont surprises par un Rottweiler, un chien assez imposant, qui détourne leur attention parce qu'il passe devant le restaurant, soit il n'aboie pas ou quoi que ce soit, mais ce qui attire aussi l'attention, c'est que il a à son collier une chaîne. C'est pas une laisse, c'est vraiment la chaîne bien lourde, le cliché de la chaîne en métal qu'on peut imaginer. Ce qui a surpris aussi Lucie et son ami, c'est qu'il n'y avait personne qui tenait le chien, donc il y avait ce bruit de métal sur le sol qui correspondait en soi à la chaîne lourde qui était traînée par le chien. Les deux jeunes filles n'ont pas réagi plus que ça, elles se disent que le chien a l'air de savoir où il va, donc ça se trouve, son maître l'a appelé, il était parti vite fait, et il est en train de revenir vers son maître. Environ 5 minutes plus tard, un véhicule s'arrête devant les deux jeunes filles. Une Jeep qui avait le toit ouvert avec un homme au volant qui aborde les deux jeunes filles. Il dit « Eh les filles, est-ce que vous avez vu un chien passer par ici? On était dans ma Jeep et il a sauté par la fenêtre. J'arrive pas à le trouver, est-ce que vous l'auriez vu ?» Les deux jeunes filles sont un peu étonnées, elles se disent « Attends, le chien avait une chaîne qui était accrochée à un truc dans la Jeep, il a réussi à péter ça et à se barrer. » Mais bon, elles décident de ne pas forcément y prêter attention plus que ça, elles font les filles sympathiques en disant « Oui, on l'a vu, il est parti par là. » Et il pointe la direction où le chien est parti. Le mec gare son véhicule devant les deux jeunes filles, il dit « Oh ça va, il ne doit pas être parti bien loin. Est-ce que vous voudriez m'aider à le retrouver ?» Et les deux jeunes filles, maintenant avec le recul, se disent « On aurait dû sentir que ça puait, mais là, étant plutôt naïves, on dit « Bien sûr !» En plus elles se disent « Un chien perdu, il n'y a rien de plus mignon. » L'homme sort de son véhicule et il dit « Venez, suivez-moi. » Sauf que là, ce qui est surprenant, c'est que l'homme il part pas dans la direction que les deux jeunes filles lui ont indiqué, la direction où le chien est parti. Il va dans la direction opposée. Il se dirige vers l'arrière du restaurant, là où il y a la fameuse petite colline, où c'est très peu éclairé. Et juste au moment où ils vont tourner pour aller sur le côté du restaurant et ensuite derrière, les parents des deux jeunes filles sortent. Les parents, pensant voir leur fille sur le banc devant, commencent à crier leur nom. Et là, les deux jeunes filles disent « Ah, bah nos parents sont sortis, ils ont fini de manger, on va devoir y aller. » Le mec ne dit rien, les deux jeunes filles retrouvent leurs parents et elles racontent ce qui s'est passé. Et là, en racontant ça, la mère de Lucie, elle pète un câble. Elle dit que c'est stupide d'avoir fait ça. Les parents ont essayé de retrouver l'homme, mais l'homme avait disparu, il s'était barré. Et à ce moment-là, les deux jeunes filles, elles ne voient pas le problème. Elles racontent ce qui s'est passé, qu'elles ont vu le chien, etc., etc. Oui, petit détail en plus, la Jeep, pendant que les deux jeunes filles racontaient l'histoire, a disparu. Elles ne l'ont pas vu partir, mais le mec a dû partir, il a dû partir très rapidement. Et c'est que quelques années plus tard, avec le recul, que les deux jeunes filles, quand elles ont reparlé de cette situation, se sont dit « C'est vrai que c'est bizarre, et même malsain, d'emmener deux jeunes filles à l'arrière d'un restaurant pour retrouver un chien, alors qu'on lui indiquait une direction mais il n'y est pas allé. » Donc la maturité aidant, elles commencent à comprendre ce qui se serait passé si jamais les parents n'étaient pas sortis du restaurant. Si vous ne comprenez pas, un kidnapping, peut-être qu'il aurait abusé d'une ou des deux jeunes filles, peut-être qu'il en aurait tué une, on sait pas en soi après quelles étaient ses intentions réelles, mais on suppose que, et on peut même être sûr je pense, que c'était pas des intentions louables. Donc faites attention, s'il y a vraiment des jeunes qui regardent mes vidéos, si jamais quelqu'un que vous ne connaissez pas vous demande de le suivre, bah ne le faites pas, dites-le direct à vos parents. On va maintenant voir l'histoire de Stella. Stella nous dit, pour contextualiser un peu la chose, qu'elle vit dans une grande ville, qu'elle ne conduit pas beaucoup, parce qu'elle a souvent des problèmes avec son véhicule, et du coup, elle a tendance à utiliser énormément les applications de livraison, que ce soit pour se faire livrer quelconques objets comme Amazon, ou de la nourriture avec Uber Eats. Et là, ça va être principalement concernant Uber Eats. Donc, il est 13h, Stella a faim et elle se dit, je me commande à manger. Elle avait fait pas mal de ménage, donc elle se dit, pouf, petite récompense après avoir fait tout ce ménage, une petite livraison. Stella, on se comprend.
Elle passe sa commande, paf paf. En attendant que le livreur lui apporte ce qu'elle a commandé, elle décide de regarder un truc, une série, quelque chose comme ça. Rapidement, un chauffeur accepte sa commande, et elle remarque que le fameux chauffeur qu'elle a baptisé Anthony, qui n'est pas son prénom, était à vélo, qu'il n'avait pas de photo de profil et qu'il n'avait aucune livraison enregistrée. Généralement, alors pour ceux qui ne sont pas des aficionados de l'application Uber Eats, quand tu as ton livreur qui accepte ta commande et que tu sais qui va te livrer, normalement tu as une photo, tu as une note, tu as le nombre de livraisons effectuées, et bah ce fameux Anthony, il avait 0 photo, une note qui n'était inexistante parce que c'est comme si en soi il venait de se lancer dans le métier de livreur, donc 0 commande à son actif. Au début, elle se dit rien du tout, elle n'est pas du tout alarmée. Ce qu'on peut comprendre, elle se dit, chacun a le droit à sa chance, c'est normal, hein, je veux dire, il y a ceux qui commencent ou bien qui commencent à 0. Donc elle se dit, waouh, je suis la première personne à qui il va livrer, je suis sa première commande. Sauf que là où il y a un petit problème, c'est que 30 minutes passent et la position de son livreur, du fameux Anthony, eh ben, elle ne bouge pas. Du coup, elle se dit soit qu'il y a un bug dans l'application, soit que le mec ne bouge vraiment pas, ou alors que le livreur est bloqué parce qu'il a un problème. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Stella s'est dit, je vais faire appel au support technique. Elle parle via le chat sur l'application au support technique comprend le problème, ils essayent de contacter le fameux Anthony qui ne répond pas, du coup ils attribuent la commande de Stella à un autre livreur. Elle se dit, bah c'est chelou, mais c'est pas grave, tant pis, on passe à autre chose. Sauf que ce qui est étrange, c'est que le nouveau livreur se trouve exactement au même endroit que le précédent. Il est également à vélo, il n'a pas de photo de profil, pas de commande à son actif. Sauf que cette fois-ci, ce livreur n'en était pas un, c'était une livreuse, du nom de Laurie. Elle décide encore une fois de ne pas y prêter attention, elle se dit peut-être qu'il y a une session de recrutement et qu'il y a eu beaucoup de nouveaux livreurs, mais 20 minutes s'écoulent, et comme pour la livraison précédente, la position de la livreuse ne bouge pas. Du coup, plutôt que de contacter le support et de rechanger de livreur ou de livreuse, Stella envoie un message, chose qu'on peut faire à son livreur via l'application. Et elle demande, salut, est-ce qu'il y a des problèmes avec ma commande? La livreuse voit le message, mais elle ne répond pas. Stella, elle a un peu sur les fesses. Elle se dit peut-être qu'il y a des problèmes avec l'application. Elle trouve ça bizarre, mais en soi, elle, son problème principal, c'est qu'elle a faim. Donc elle recontacte le support technique, elle redemande de l'aide. Même scénario, il contacte la livreuse, mais pas de réponse, du coup la commande est attribuée encore à quelqu'un d'autre. Et là, encore une fois, rebelote. Nouveau livreur, à vélo, pas de photo de profil, pas de commande à son actif, rien du tout. Même position, et cette fois-ci son nom c'est Robert. Mais là ce qui est très bizarre, c'est que normalement, quand vous passez une commande sur Uber Eats, on vous dit tel livreur prend en charge votre commande, il va au restaurant où vous avez commandé, il la récupère et il l'apporte chez vous. Là, dès que le fameux Robert a accepté la commande, il a le statut en mode j'ai la commande, j'arrive. Et il envoie un message à Stella en disant j'ai votre commande, quel est votre numéro de téléphone? Stella dit je ne suis pas très à l'aise de donner mon numéro de téléphone comme ça à un inconnu. Envoyez-moi un message ici quand vous serez là et que j'irai chercher la commande. Le livreur dit donnez-moi votre numéro de téléphone et soyez prêt dans 10 minutes. Quel âge avez-vous? Ayant pas mal utilisé Uber Eats dans ma vie, c'est pas le genre de question qu'on pose. En plus de ça, par l'application, ils peuvent t'appeler directement. Là, dans la tête de Stella, tous les red flags sont levés. Elle se dit faut que j'anticipe, faut que j'annule cette commande. Elle contacte le support pour tout annuler. Elle parle un petit peu avec le service technique. Le service technique dit que la commande a bien été annulée, qu'elle sera remboursée, et Stella ne s'arrête pas là. Elle informe aussi des interactions bizarres qu'elle a eues avec son livreur. Stella est au téléphone avec une femme au service technique, elle donne tous les détails, etc. pour que la personne fasse un petit rapport. Et elle se dit, voilà, je suis tombé sur un mec creepy et ça arrive. Sauf que alors qu'elle est au téléphone, elle entend la voix d'un homme à sa porte d'entrée. Ce que l'homme dit, c'est « Madame Stella, j'ai votre nourriture ». Mais il le dit avec une voix très bizarre. En anglais, c'est « Miss Stella, I have your food ». Un truc comme ça, de ce que dit la personne sur Reddit. Elle a peur, ce qui se comprend totalement. Et ce qui est fou, c'est que le mec l'a dit tellement fort que même la personne avec qui Stella était au téléphone, la personne au service technique, l'a entendu. Et elle dit, c'est lui, mais pourtant on a annulé sa commande. En fait, l'homme avait réussi à passer la porte principale, mais il y avait une autre porte qu'il devait franchir pour arriver chez Stella. Du coup, Stella a pu ouvrir un peu la porte, avec, vous savez, une sorte de loquet un peu qui permettait de pas ouvrir la porte. Et elle a vu l'homme était tout sourire, et en voyant Stella, il est devenu furieux. Il essayait de pousser la porte et il demandait à Stella, de manière très agressive, avec qui elle était au téléphone. Stella est paniquée, elle demande à l'homme de partir, et elle dit clairement vous me mettez mal à l'aise. L'homme s'énerve de plus en plus, il commence à taper sur la porte. Il oblige Stella à le laisser rentrer chez elle. Stella n'en fait rien, évidemment, mais il dit pas s'il te plaît laisse-moi rentrer, il dit ouvre-moi la porte. Là, Stella, elle se dit je ne peux plus voir cet homme, elle ferme la porte.
totalement. Elle la verrouille bien à clé. L'homme commence à mettre des gros chassés dans la porte. Stella ne le voit pas, mais elle les entend clairement. Et la femme qui est au téléphone avec Stella, le service technique, lui dit « Madame, vous devriez appeler la police ». Au bout de 10 minutes, l'homme est parti. Il était sur le trottoir devant chez Stella. Stella finit sa conversation avec la personne de chez Uber Eats. Elle raccroche, comme ça la dame, elle, a toutes les infos pour son petit rapport. Et après ça, elle appelle la police. La police dit qu'ils ne vont pas envoyer d'équipe sur place, parce qu'en soi l'homme n'est pas rentré par effraction. Il n'a pas posé la main sur Stella, en fait il a juste été violent à sa porte, mais il n'a rien fait de plus. Ils ont juste dit « Madame, s'il revient, rappelez-nous ». Stella les a rappelés à un moment donné parce que l'homme est resté une vingtaine de minutes dans le quartier. Elle a fait un rapport complet de ce qui s'est passé, elle a donné une description physique de l'homme, et là on avance un peu dans le temps, au lendemain, où un des voisins a toqué chez Stella pour dire que, eh bien, la veille, ils ont entendu les cris, que certains ont un peu jeté un petit coup d'œil voir ce qui se passait, et que ils ont vu l'homme, le fameux livreur, qui était à un moment donné monté dans une sorte de camion où il y avait un autre homme, et qu'ils étaient restés là, pendant un petit moment à regarder les gens marcher dans la rue comme ça. Fort heureusement, ce fameux voisin avait pu bien voir le véhicule, il en a fait une description à Stella, Stella a transmis la description du véhicule à la police, mais également une description du complice, de l'autre homme qui se trouvait au volant du véhicule, et Stella n'a plus jamais entendu parler ensuite de ce livreur étrange. C'est reparti aussi vite que cette situation est arrivée dans sa vie. Le seul changement que tout cela a apporté à Stella, c'est que maintenant elle n'utilise plus du tout d'application de livraison, que ce soit pour la nourriture ou des objets divers. Très chaud. Est-ce que vous aussi maintenant vous allez arrêter Uber Eats? Bon, personnellement, c'est le genre de truc qui me donne envie d'arrêter, mais ma faim des fois est supérieure à la peur. Non, après faut faire attention, c'est sûr que Stella avait eu pas mal de red flags. Le fait d'avoir ses comptes assez bizarres, sans photos, sans commandes, etc. c'est chelou. Après tu vois vite, hein, quand tu vois un livreur et que tu vois qu'il a que des bonnes notes et tout, là je pense que généralement tu peux faire confiance. Et je suppose aussi que le service en lui-même fait relativement attention à ce que les informations personnelles des clients ne soient pas utilisées à des fins malsaines, tu vois. J'ai une bêtise, un livreur qui veut... qui livre une femme, qui puisse pas choper son numéro pour essayer de la revoir derrière, tu vois. Je pense que le service est suffisamment complet pour éviter ce genre de situation. Peut-être pas, hein, je sais pas, je travaille pas là-bas et je connais personne qui y travaille, mais je pense quand même. En tout cas, j'espère. Les amis, on en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Moi j'ai pas mal aimé ces histoires parce qu'encore une fois, ça fait écho à des trucs qui pourraient clairement arriver dans la vie de tous les jours, c'est ça, hein. Je sais que je radote un petit peu en disant ça, mais c'est ça le truc avec les threads Reddit, hein, c'est que ça arrive dans des situations qu'on connaît tous. Ça nous arrive à tous des fois de se faire une livraison, pas forcément Uber Eats, hein, Amazon aussi, ça arrive d'aller au restaurant avec des amis. Bon, dormir dans sa voiture c'est peut-être un peu plus rare. Vraiment passer la nuit entière, hein. Je parle pas de faire une sieste dans une aire de repos. Je ne dirais qu'une chose, prudence. Mais pas de parano, attention, parce que la parano ça empêche de vivre, et si on peut plus vivre sereinement... comment vivre, j'ai envie de vous dire. Faut fumer la vie avant qu'elle nous fume, comme on dit. Oh punaise, je suis enroulé.